Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première conférence de l'offre annuelle développée par la formation continue de la Faculté des sciences et de génie. Donc la conférence de ce midi portera sur le défi québécois de la fabrication sur mesure. Mon nom est Nolwenn Bégueré, je suis chargée de communication pour la formation continue de la faculté. Je suis en compagnie de notre conférencier du jour, donc Monsieur Jonathan Gaudreau, professeur au département d'informatique et de génie logiciel et directeur du Lab Usine. Juste avant de débuter la présentation, je rappelle que cette conférence est enregistrée. Elle sera disponible en rediffusion à l'issue de la conférence. Elle sera d'une durée de 50 minutes. On aura une période de questions de 10 minutes à la fin de la conférence. Vous pouvez écrire toutes vos questions dans le chat et je me chargerai de les transmettre au conférencier à la fin. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Gaudreau et je vous souhaite une excellente conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce midi pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est vraiment là, au centre des recherches qu'on réalise au Lab Usine. Tout d'abord, j'aimerais mentionner que généralement, les gens sont surpris d'apprendre que le secteur manufacturier au Québec, c'est quand même 15% du produit intérieur brut. Donc, c'est un secteur vraiment important, puis qui est très vivant, très dynamique. On va revenir sur ça. Puis c'est aussi un secteur qui est en pleine transformation, qui est vraiment touché et qui a beaucoup d'opportunités liées à la transformation numérique. Pourquoi une transformation numérique du secteur manufacturier? Il y a plusieurs raisons, mais ce qui est central autour de ça, c'est une opportunité d'augmenter notre productivité, d'augmenter notre compétitivité par le fait même, aller chercher davantage d'efficience, plus de qualité. Et c'est également une opportunité pour le développement de nouveaux produits et de nouveaux modèles d'affaires. Transformation numérique, comment on fait ça? Souvent, les gens vont rattacher ça à de la technologie matérielle qu'on est capable de toucher. Donc, on va penser à des robots, à des capteurs, à de la vision artificielle. Mais un des messages de ma présentation d'aujourd'hui, c'est que ça passe beaucoup par le logiciel. Et pour illustrer ce propos-là, j'ai pensé de vous parler de la transformation numérique qui a été réalisée par un de nos partenaires qu'on a accompagné, qui est l'entreprise APN, ou en fait, qui s'appelait APN et qui a maintenant changé de nom suite à une acquisition et qui s'appelle Chaivo. Donc, APN était un atelier d'usinage, au départ, comme il en existe là, des milliers au Canada, mais il faisait de l'usinage de précision, là, principalement de pièces pour l'industrie aéronautique. L'usinage de pièces métalliques, ceux qui s'y connaissent moins, c'est réalisé dans des machines à contrôle numérique, comme celle que je vous présente ici. Donc, c'est hautement automatisé. On a une pièce de matière brute qui va être usinée, sculptée par différents outils contrôlés électroniquement. Donc, tout ce qui se passe dans cette boîte-là, c'est hautement automatisé. Par contre, tout ce qui est autour, transporter les pièces, transporter la matière, lancer la production, c'est quelque chose qui traditionnellement était peu automatisé. Et quand APN s'est lancé dans cette transformation-là, ça amenait à des choses comme ce que vous voyez là, un bras robot qui s'occupe de récupérer les pièces à la sortie des machines et alimenter les machines en matière première. Si on va un peu plus loin, on peut imaginer un robot qui prend les pièces et qui les amène au contrôle qualité. Et le contrôle qualité, lui également, peut aussi être automatisé. Alors, on passe à un autre niveau où vraiment l'automatisation physique est très, très présente. Par contre, ça prend un cerveau, ça prend un chef d'orchestre pour coordonner tout ça. Et APN a été très, très actif à ce niveau-là. Donc, il faut mettre en place une infrastructure, un logiciel permettant de se connecter à ces différents outils et de venir consolider l'information pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et d'ailleurs, ça a été un
un effort tellement important que ça a donné lieu finalement à un logiciel qui est commercialisé. Il y a une nouvelle entreprise qui a été mise sur pied pour offrir ça à d'autres entreprises. Et ben, c'est là que nous, on a pu intervenir. Une fois qu'il y a une plateforme comme ça avec toute cette information-là, ben, c'est l'occasion pour être davantage optimisé, davantage automatisé au niveau des prises de décision. Je vous parlais tout à l'heure des pièces qui, dès la sortie des machines, sont amenées automatiquement au contrôle de la qualité. Ben, quand les données du contrôle qualité rentrent dans un système, ben là, c'est l'occasion d'utiliser des modèles mathématiques, des outils d'intelligence artificielle qu'on a développés au Lab Usine pour être capable automatiquement de déduire quels sont les ajustements au niveau des machines qu'on pourrait apporter pour augmenter la qualité des prochaines pièces et que cette boucle-là se fasse de manière tout à fait automatique. Fait que c'est vraiment le genre d'intervention qu'on a eu. Également au niveau de l'optimisation, la planification, l'ordonnancement, s'assurer que le bon outil est dans la bonne machine au bon moment, sachant quelles sont les prochaines pièces qu'on va devoir fabriquer. On va tout de suite mettre un outil qu'on n'a pas nécessairement besoin tout de suite, mais on va s'assurer qu'il va être là pour les prochaines pièces. Et en faisant ça, ben, on réduit énormément les temps de mise en course qui sont, ben, que ce serait normalement du temps de production perdu. Planification de la production, donc décider dans les prochaines semaines quelle pièce va être faite à quel moment, sur quelle machine. Ben là, à ce niveau-là, il y a des très importants aussi. Et en faisant tout ça, ben là, c'est l'occasion de dire ben, on a de moins en moins de choses qui sont réalisées par nos opérateurs. Donc, notre stratégie de dire j'ai un opérateur assigné à chaque machine, peut-être que c'est pas optimal. On pourrait peut-être avoir des flottes d'opérateurs responsables de flottes de machines. Mais c'est quoi l'impact de ça? Combien de kilomètres par jour mes employés vont devoir marcher? Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, avec des outils comme la simulation, on a été capable là, d'évaluer les améliorations de performance qui seraient possibles d'obtenir. Tout ça pour dire que c'est pas seulement grâce à nous, c'est beaucoup et surtout grâce à eux, grâce à leur vision, puis tous les efforts qui ont été mis à l'interne de l'entreprise. Ben, on parle d'augmentation des ventes annuelles de 40 des ventes par employé de 50 réduction des frais, puis l'élimination de tout ce qui est non-conformité au niveau des pièces. Fait que ça, c'est un exemple de super succès au niveau de la transformation numérique. Maintenant, ben, je nous amène dans le vif du sujet d'aujourd'hui, la fabrication sur mesure. Au fil des années, on a été contacté de plus en plus par un nombre de plus en plus grandissant d'entreprises actives dans le secteur de la fabrication sur mesure. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la fabrication sur mesure? Ben, commençons par quelque chose qui n'est pas de la fabrication sur mesure, de la fabrication sur stock. Si j'ai besoin d'une boîte de soupe, elle ne sera pas fabriquée au moment où j'en ai besoin. Elle existe déjà, elle est disponible dans un entrepôt, sur les tablettes, dans un magasin. Il y a un autre niveau, c'est l'assemblage sur commande. Euh, je me commande un ordinateur portable, puis je veux absolument ma configuration avec ma quantité de mémoire, mon écran, le clavier que je veux, blablabla, blablabla. Ben, parmi toutes les milliers de possibilités que ça implique, ils ne sont pas tous fabriqués d'avance. Il y a des bonnes chances, si je commande chez Dell ou Lenovo, que l'ordinateur va être assemblé vraiment en fonction de ma commande. C'est un peu plus complexe que la fabrication sur stock, mais ça se gère quand même assez bien. L'autre niveau, c'est la fabrication sur commande. On va me préparer un produit en fonction de ce que je viens de commander, mais les pièces ne sont pas déjà existantes. C'est pour ça qu'on parle de fabrication sur commande. Imaginez un meuble pour lequel vous auriez choisi les poignées, le fini, la couleur. Ben, il ne sera pas juste assemblé pour vous, il va être fabriqué pour vous. Et finalement, le dernier niveau, le plus complexe, puis c'est ça qu'on s'y intéresse, c'est la conception, l'ingénierie sur commande. Puis le meilleur exemple, ben, ce serait une maison ou un immeuble qu'on voudrait faire fabriquer, puis pas un copier-coller des autres immeubles de la rue, donc qui est vraiment réalisé sur mesure pour moi. Et ça, ben, c'est extrêmement au Québec. Important au Québec, je vous le disais d'entrée de jeu,
qu'on a un secteur manufacturier extrêmement dynamique, mais on a très peu d'entreprises qui vont fabriquer, je ne sais pas moi, des séchoirs à cheveux là, en 12 millions d'exemplaires par année. Beaucoup de notre secteur manufacturier est autour de la PME qui va fabriquer des produits sur mesure de très haute qualité. Et en fait, c'est en grande partie grâce à ça que notre secteur manufacturier là, tire son épingle du jeu. Cependant, vous allez voir aujourd'hui qu'il y a des défis, il y a des difficultés rattachées à ça. Première difficulté, ben, c'est que la robotique industrielle s'est développée autour de l'idée qu'un robot, c'est fait pour répéter toujours la même chose. Pensez à une chaîne de montage qui assemble des voitures, ben, l'usine va acquérir un robot, puis une fois bien configuré, le robot va faire la même chose pendant 10 ans, puis après 10 ans, ben, il est mis hors service parce qu'on change de modèle de voiture, puis on en profite pour changer le robot. Dans un contexte de fabrication sur mesure, le défi, c'est que à chaque jour, mon robot va faire quelque chose de différent et il faut que ce soit correct pour la première, pour la seule, pour la première et la seule fois que je vais lui faire réaliser la tâche. Et en général, tout ce qui est robotique industrielle n'est pas pensé pour faciliter ça. Certains parfois parlent de retard de la robotique au Québec. Euh, c'est vrai en partie, mais ça s'explique notamment pour cette raison. Deuxième grande difficulté, les informations à fournir au logiciel de pilotage de la production changent sans cesse quand je suis dans un contexte de production sur mesure. Puis ces logiciels-là, ben, ils n'ont pas tellement été pensés pour ça. Et le processus pour produire cette information-là qui change souvent, ben, on va voir que lui, il a été conçu pour être opéré par... C'est des logiciels qui ont été conçus pour être opérés par des humains. Mais ça aussi, on voudrait l'automatiser. Fait que, regardons tout ça dans plus de détails. Ce que je vous présente ici, là, c'est l'espèce de solution logicielle classique qu'on va trouver dans une entreprise manufacturière. Euh, cette euh, cette série de logiciels qui définit ce qu'on appelle la pyramide de l'automatisation, avec des normes qui dit quel logiciel fait quoi, quelles données devraient être échangées entre ceux-ci. Ça a d'abord été proposé. C'est un standard qui a été proposé par des chercheurs de l'université Purdue il y a quelques décennies, puis qui est devenu une norme internationale qui va définir là, ce qu'on trouve dans chacune de ces couches logicielles-là. Fait que complètement en bas, ben, on a les machines et les capteurs. Ben, c'est évident hein, que si on veut automatiser, il faut avoir il faut avoir des machines. Complètement en haut, ben, on trouve les logiciels de gestion intégrés, plus communément appelés les systèmes ERP. Dans un système ERP, c'est vraiment du pilotage de haut niveau de l'entreprise. On va trouver de l'information concernant les stocks, les ressources humaines, tout ce qui est gestion financière se trouve là aussi, mais également au niveau de production. De haut niveau, on va avoir de l'information. Par exemple, si dans mon catalogue de produits, j'ai une table, ben la table, c'est un produit qui est connu du système ERP, puis on sait également qu'il y a une nomenclature de produits qui fait que pour fabriquer une table, j'ai besoin d'un dessus et de quatre pattes. Ben, cette information-là se trouve dans notre système ERP. Juste en dessous, on a le système d'exécution de la fabrication ou MES. Et ça, ben, c'est vraiment intéressant, ça fait le lien entre notre système ERP et le plancher de production. J'ai une commande, mon système ERP va être capable d'envoyer un ordre de fabrication sur mon plancher d'usine. Et c'est le système MES qui va savoir que, OK, pour fabriquer ça, ben, je vais devoir réaliser telle opération sur telle machine, telle opération sur telle autre machine. La pièce va devoir passer d'une machine à l'autre et le système va également faire le suivi de qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui n'est pas encore fait. Donc ça, c'est le MES. Euh, ces systèmes-là, ERP, MES et compagnie, euh, ils ont besoin d'informations pour être capables de jouer leur rôle. Ce que j'appelle ici l'information, la définition du produit, la nomenclature de produit,
mon exemple de tout à l'heure, avec le dessus de table et les quatre pattes. On a besoin de plans, des modèles 2D, 3D des pièces, des spécifications complètes. On a besoin des gammes de fabrication, c'est-à-dire les instructions de fabrication pour chacune de nos pièces, de nos composantes, les informations d'assemblage. Et on a besoin des programmes qui vont être transmis aux machines à commande numérique ou aux robots pour fabriquer les pièces, procéder à l'usinage. Ben, tout ça, dans un contexte où je ne fais pas de la fabrication sur mesure, ben, c'est des données qui sont produites en avance, puis ça change peu, ça change pas. Peut-être qu'une fois de temps en temps dans l'année, j'ai un nouveau produit. L'information va être ajoutée dans ces systèmes-là. Mais dans un contexte sur mesure, ça change souvent. J'ai jamais deux produits qui sont identiques. Et c'est vraiment un problème. En fait, on ne pensait pas que ce serait un problème. Dans les années 70, quand on s'est mis à s'intéresser à la production intégrée par ordinateur, ben, on trouvait des schémas comme ça qui nous laissaient penser que dans un avenir rapproché, tout ça se ferait automatiquement et que la vie serait belle. Malheureusement, ben, c'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Je vous présente disons ce qu'on pourrait dire, la façon standard de faire les choses, d'où vont venir nos informations sur les produits et les procédés dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va être produit en utilisant différents logiciels qui vont nous servir à faire la conception du nouveau produit, l'ingénierie, la mise en production. Ce sont des logiciels qui sont conçus pour être opérés par des humains. Oui, c'est un logiciel qui le fait, mais c'est pas automatique. On doit avoir un humain qui pilote ce logiciel-là avec clavier, souris et compagnie. On va faire le tour de ça rapidement. Tout d'abord, au niveau de la conception, ben, je crois que c'est la partie qui est la plus connue. Hein. Tout le monde a entendu parler d'outils CAD comme AutoCAD. Je pense qu'il est le plus célèbre autour de ça, qui, à la base, reste un logiciel de dessin qui va nous permettre de créer des descriptions de notre produit en deux, en trois dimensions. Ensuite, on a l'ingénierie assistée par ordinateur, où là, oui, j'ai un dessin, mais moi, je m'intéresse à savoir, compte tenu de la matière dans laquelle il est fabriqué, comment il va résister à la chaleur, comment il va résister aux vibrations. Dans un contexte de transport, est-ce que ces vibrations-là risquent d'avoir un effet sur l'intégrité de ma pièce? Ça, c'est toute une famille d'outils qu'on appelle ingénierie assistée par ordinateur qui va nous permettre de répondre à ces questions-là. Et bien, souvent, va amener une modification du design de notre pièce. On va retourner dans notre outil CAD pour améliorer les pièces, améliorer le produit. Supposons que j'ai maintenant mon design de ma pièce. Je sais que tout va être conforme, ben, il reste à la fabriquer. Puis ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le Computer Aided Process Planning. En fait, c'est qu'il faut passer du design aux gammes, ou si vous préférez, aux instructions de fabrication. Autrement dit, ben, qu'est-ce que je vais utiliser comme ressources, comme équipement, comme machine pour fabriquer le produit en question? Quelles sont les opérations qui vont devoir être réalisées sur chacune de mes machines chaque fois que je vais vouloir fabriquer un exemplaire du produit? Ben, c'est ce qu'on appelle le process planning. Finalement, il y a une autre étape qu'on appelle, le nom est vraiment mal choisi, le Computer Aided Manufacturing, ou la fabrication assistée par ordinateur. Je trouve que le nom est pas bon parce que fabrication assistée par ordinateur, c'est comme tout ce qu'on parle depuis le début, OK? Mais dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle le CAM, c'est vraiment l'étape spécifique qui est de dire, ben, j'ai un dessin 3D d'une pièce. Et ben, j'ai besoin de déterminer une machine qui va venir faire l'usinage de ma pièce. Quels sont les mouvements qu'elle va devoir faire? Et en utilisant quel outil, quelle séquence, à quelle vitesse?
Tout ça, ben, on appelle ça le CAM. Et ce qu'on obtient, c'est vraiment un programme qu'on va être ensuite capable d'envoyer à une machine ou à un robot, et le robot va exécuter les mouvements qu'on lui a donnés. Et ben, si on a mis les bons outils, qu'on a programmé les bons mouvements, ben, on va passer du bloc de métal que vous voyez de l'autre côté à la pièce finale qu'on cherche à obtenir juste ici. Et là, peut-être que vous vous dites, comme Yves Proto d'APN nous disait, ben, voulez-vous bien me dire pourquoi ça se fait pas tout seul? Et puis, ça, c'est un rêve depuis les années 70, que ça puisse se faire tout seul. Ben, je conçois une pièce, ben, la fabrication de cette pièce-là, ça devrait être quelque chose d'automatique, mais c'est vraiment loin d'être le cas. Enfin, il y a eu plusieurs initiatives. Quand on épluche la littérature scientifique depuis 20 ans, c'est très riche en propositions, mais c'est très riche en échecs. Il y a eu, dans les 2 dernières années, là, 2 grandes revues de littérature qui ont été faites et publiées sur le fait que tout ce qu'on appelait le knowledge-based engineering, qui permettait d'automatiser ce que je vous ai présenté là, ben, ça a pas fonctionné. Plus récemment, il y a toute une série de travaux qu'on trouve dans la littérature qui est de dire, ben, tu ne seras pas capable de tout automatiser. On comprend que ça prend encore un humain devant le clavier de la souris de ces logiciels-là, mais on pourrait peut-être rendre le processus un peu moins pénible, d'avoir un petit peu d'intelligence artificielle qui l'assisterait et qui rendrait son travail un peu plus facile, un peu plus rapide. Mais on reste sur notre faim. Et il y a quelque chose que je trouve très drôle dans ça, c'est qu'on va voir beaucoup d'articles scientifiques où on a des modèles d'intelligence artificielle en utilisant notamment des réseaux de neurones, où on prend un dessin 3D d'une pièce, puis on analyse le 3D, puis là on retrouve les trous dans la pièce, puis on programme automatiquement la machine pour faire les trous. Mais c'est ironique quand on y pense de devoir utiliser un modèle d'IA pour retrouver les trous dans la pièce. Parce que s'il y a des trous dans la pièce, c'est que le concepteur de la pièce à l'origine avait décidé de mettre un trou. Puis là, c'est juste qu'on a oublié ça, qu'on utilise le dessin 3D comme entrée au processus de CAM ensuite. Puis là, il faut retrouver les trous. Fait que c'était un petit peu notre constat il y a quelques années, quand on regardait tout ça. On s'est dit, ben, peut-être qu'il faudrait remettre certains fondements en question. Puis on s'est mis à avoir des bonnes idées sur ça, en parler avec nos partenaires industriels, et on en est venu à la conclusion qu'il nous faudrait une plateforme de démonstration, qu'il nous faudrait à l'Université Laval notre propre usine où on fabriquerait un produit pour vrai, et que ça nous servirait de vitrine, de démonstration pour nos idées et nos concepts. Ce que vous avez là sous les yeux, ben, c'est le premier produit, prototype numéro un de ce qu'on fabrique au Lab-Usine, c'est-à-dire des micro-roulottes. Euh, c'est pas une image de synthèse, elle existe pour vrai. J'ai eu la chance de faire du camping avec. J'ai eu la chance de la trimballer l'hiver pour transporter des fat bikes. Euh, fait que c'est vraiment un super produit. Puis ce que je propose ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, c'est comment on peut arriver à automatiser la conception, l'ingénierie et la fabrication d'un produit comme celui-là. Euh, Tout d'abord, je vous rappelle qu'on est vraiment dans un contexte de fabrication sur mesure. Donc, contrairement à, supposons, des fabricants de roulottes classiques qui auraient décidé de fabriquer un certain nombre de modèles, les avoir dans leur catalogue, avec un choix qui est pour se distinguer de la compétition, qui fabrique d'autres modèles, ben là, on est dans un contexte où on voudrait être capable de fabriquer un peu n'importe quoi. De la même façon que moi, la mienne, j'avais besoin que la courbure en avant, dans le bas, ce soit exactement la courbure de la roue de mon vélo pour quand je transporte des vélos. Quelqu'un d'autre peut avoir des contraintes qui fait qu'il veut un lit en transversal pour installer un bébé, plus de fenêtres, moins de fenêtres, changer la courbe. Je suis très grand, j'ai besoin qu'elle soit un peu plus haute. Donc, cette idée-là, vraiment d'être dans le contexte
dès la conception, qu'on soit dans le sur-mesure. On se souvient, ça c'est la figure que je vous ai présentée tantôt, de manière classique, ce serait absolument un non-sens économique et financier de dire à chaque fois que j'ai une commande, ben, je vais aller changer ma conception avec les outils CAD, je vais faire des calculs d'ingénierie, je vais planifier ma mise en production, je vais avoir des humains qui vont programmer les machines. Ça, ce serait la façon standard de faire les choses et ben, ça fonctionne. Ben, ça fonctionne pas. Ça fonctionne, mais ça coûte, ça coûte trop cher. À la place, le rêve, ben, c'est de dire, ben, je vais avoir une espèce de configurateur qui va permettre au client de faire lui-même son propre design et automatiquement en dessous, alors des engins de calcul, des agents intelligents qui vont s'occuper de calculer l'ingénierie, générer les modèles 3D, les instructions de fabrication de manière automatique. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. De quoi a l'air le configurateur? Ben, ça a l'air de ça. Donc, vous voyez que le client est en train, peut changer vraiment les courbes pour avoir l'effet qu'il veut sur le design de son produit. Vous comprenez bien que si j'en fabrique 1000, ben, les 1000 vont être différentes les unes des autres. Tout est en courbe, fait qu'il n'y a jamais deux pièces pareilles entre deux modèles qui sont fabriqués. Mais ce que vous voyez là, c'est pas un outil de dessin, c'est vraiment un configurateur de micro-roulotte, dans le sens que je peux pas faire quelque chose qui se fabrique pas. Et si je le vois à l'écran, c'est que ça se fabrique, puis on est capable de générer automatiquement tout ce que ça prend pour lancer la production. Je vous présente un petit peu ce qu'il y a en dessous du capot pour arriver à faire ce que je viens de vous décrire. Il y a le configurateur que vous voyez en haut, la boîte rouge, qu'on vient de voir. Mais en dessous, hein, je vous ai dit, ce n'est pas un dessin qu'on est en train d'éditer avec le configurateur. On est en train, indirectement, sans s'en rendre compte, de venir modifier un modèle mathématique avec des variables, des équations, des contraintes, qui est la représentation de mon produit sous forme d'équation et non pas sous forme de dessin. Puis le modèle mathématique, avec les contraintes qu'il contient, ben, il représente implicitement l'ensemble de toute la famille de produits, c'est-à-dire de toutes les roulottes que je serais capable de fabriquer dans mon usine. C'est ça qui fait que je ne peux pas designer avec le configurateur quelque chose qui se fabrique. En dessous, complètement en dessous, ben, on a les agents logiciels responsables des calculs d'ingénierie. Je vous donne ici l'exemple de la forme et le positionnement des pièces. On a au centre l'agent logiciel qui est responsable de la génération des gammes de fabrication pour les machines à commande numérique ou le robot utilisé pour fabriquer les pièces. Ça, ce que ça fait, c'est la génération des instructions pour le robot ou la CNC. Hein, le truc que tout à l'heure, Yves Proto nous disait, j'aimerais ça que ce soit automatique. Ben là, ici, on l'a. Une fois que j'ai ces instructions-là, ben, je suis capable de simuler, donc de manière virtuelle, simuler l'exécution des instructions par le robot, puis regarder ce que j'obtiens comme pièce. Et c'est ça qui me donne le modèle 3D. Puis ça, c'est vraiment central dans ce qu'on fait. On le fait pour les micro-roulettes, mais vous allez voir tout à l'heure qu'on a pu appliquer la recette avec d'autres partenaires industriels dans des domaines d'application différents. C'est-à-dire qu'on part pas d'un dessin 3D et à partir du dessin 3D, on essaie de trouver les instructions de fabrication qui vont permettre de produire. On fait le contraire. La génération des instructions du robot, on ne le fait pas à partir du dessin, on le fait à partir de notre modèle mathématique en jaune. Et obtenir un modèle 3D des pièces, ben, on le fait en simulant l'exécution des instructions du robot. Ce qui fait que, je vous présente ici une pièce. Si je vous présente la pièce et que la pièce est correcte, ben évidemment, on sait avec certitude qu'on est capable de la fabriquer puisqu'on l'a obtenue en simulant l'exécution des instructions de fabrication. Puis c'est vraiment ça qui est un élément novateur et qui a levé un paquet de problèmes. Avec ce que je viens de vous présenter, ben là, on est capable de générer
les données dont je vous parlais tout à l'heure. Nomenclature de produits, plan des pièces, spécifications, gamme de fabrication, programme pour le robot. Euh, Sauf un, les gammes d'assemblage, les instructions d'assemblage. Et en fait, on s'en tire plutôt bien parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a besoin d'être capable de fabriquer le produit au lab-usine, mais on a dit également que l'industrie 4.0, ben, c'est l'occasion de développer des nouveaux produits et des nouveaux modèles d'affaires. Et c'est ce qu'on propose dans notre contexte. On propose que non seulement le client réalise son propre design de produit, mais qu'il réalise lui-même son assemblage. Ce qui fait que les instructions d'assemblage, dans notre cas, ne doivent pas prendre la forme d'instruction pour un robot, mais plutôt pour un guide visuel avec des animations où on voit les pièces en 3D, générées sur mesure pour un client spécifique, lui montrant comment assembler son produit à lui. Et ça, ben, on est en mesure de le faire parce qu'on a généré nous-mêmes les plans de chaque pièce individuelle. Donc, en mode interactif, on est capable de venir montrer quelle pièce vaut. Eh bien, on obtient au final ceci. Euh, Là, vous dites peut-être, ben, c'est super beau tout ça, mais est-ce que ça s'applique à d'autres choses que la fabrication des micro-roulottes? Euh, La réponse est oui. OK? Mais avant d'en arriver là, je vais vous dire quelques mots sur le Labusine, parce que le Labusine, c'est à la fois c'est une organisation c'est un groupe de recherche, mais c'est également un lieu physique qui est en cours d'aménagement à la faculté de sciences et de génie. Donc là, ce que vous voyez là, ce sont des images de synthèse de l'espace qui est en cours d'aménagement et ben, qui va nous permettre de lancer la fabrication de nos micros-là. Fait que ça, c'est le côté usine. Euh, Ça nous sert de vitrine dans le but d'être capable de montrer notre expertise, les façons de faire au niveau de la fabrication sur mesure. Ça va également nous servir de formation. En fait, ça nous sert déjà de formation. On a des étudiants de plein de programmes de formation à l'université qui réalisent des projets dans des cours, des projets de fin d'études, des stages d'été autour des concepts du lab usine. Mais ça nous sert également de plateforme de recherche et développement. On n'a aucun de nos partenaires industriels qui fabrique des micro-roulottes, mais les problématiques, les concepts qu'on a à développer sont les mêmes. Ça nous permet donc d'être capable de faire des preuves de concept avec notre produit, euh, dans le but ensuite de le déployer l'adapter et le déployer chez le partenaire. Là, je vous donne l'exemple de notre partenaire Sokyo qui un jour, ils nous ont contactés, ils nous ont dit quelque chose qui ressemblait à Bonjour, on a besoin de faire comme le Labusine, mais pour des immeubles. Super, commençons à travailler ensemble. Puis ça a donné vraiment une super belle collaboration dont je veux vous parler aujourd'hui. Euh, Tout d'abord, dès le début, la graine était bonne avec Sokyo. Ils avaient compris que pour automatiser la conception et la fabrication des immeubles, il fallait changer certaines choses au niveau du système de construction. Vous savez, la façon qu'on fabrique des maisons avec des 2 par 4, la façon qu'on monte un mur, ben, ça a été conçu comme ça parce que ça permettait à 2 personnes d'arriver avec les pièces de bois sur leur épaule, puis à deux d'assembler la maison. Et cette façon-là de construire un mur s'automatise pas super bien. Et ça, ils avaient bien compris ça. Ils avaient vraiment comme objectif que ce soit facile de fabriquer en usine et que l'assemblage sur le chantier soit vraiment très simple. Alors, ils ont travaillé avec le professeur Pierre Blanchette du département de sciences du bois et de la forêt, puis ils ont développé un nouveau système de construction, un nouveau type de mur destiné à être plus facilement fabriqué en usine et en s'assemblant très rapidement sur chantier avec des connecteurs qui ont été brevetés, qui fait que bon, on vient connecter des panneaux ensemble, puis automatiquement l'étanchéité, l'isolation, tout est déjà là, puis même le revêtement extérieur peut être fait en usine.
Ça, c'est la partie avec notamment Pierre Blanchette. Mais ensuite, restait à le fabriquer. Puis là, on se rappelle qu'on veut les fabriquer, mais on ne veut pas tous qu'ils soient identiques, on ne veut pas tous qu'ils soient pareils. Ça nous prend un robot qui ressemble à celui-là, en fait, plus que ressembler à celui-là. Ça, c'est le premier robot dont ils ont fait l'acquisition. Mais il fallait faire ce que je vous ai montré tout à l'heure pour les micro-roulottes, mais pour les immeubles. Euh, dans l'industrie, le standard qu'un architecte va construire un bâtiment, ils vont beaucoup travailler avec un outil, un logiciel commercial qui s'appelle Revit. Fait que si on voit un bâtiment qui a été destiné dans Revit, mais ça reste un dessin. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé la capacité de partir de ce dessin-là puis de venir extraire l'information, où sont les murs, comment ils devraient être connectés les uns aux autres, et de rebâtir automatiquement le modèle mathématique dont vous ai présenté l'équivalent pour les micro-roulottes. Ce que vous voyez là, c'est une fois qu'on a importé dans notre modèle mathématique, ben là, on est capable, avec le configurateur qu'on a développé, de permettre de faire des modifications à la configuration du bâtiment. Ça, c'est intéressant parce qu'une fois qu'on a le modèle mathématique pour un modèle, ben là, on peut imaginer qu'un client ou un architecte est capable vraiment simplement de venir faire des modifications au bâtiment. Et nos agents intelligents en arrière s'occupent de dire, ben, il y a un mur ici de telle taille, mais le mur doit être décomposé en un certain nombre de panneaux, compte tenu du positionnement des fenêtres. Puis pour chacun des panneaux, ben, voici toutes les découpes d'isolants qui est nécessaire pour venir recouvrir le bâtiment. D'accord? On passe d'un contexte où tout ça devait être fait manuellement à un contexte où on a des algorithmes permettant de faire ça automatiquement et en temps réel pendant que je modifie le bâtiment. Donc, cette partie-là, c'est Manuel, un de nos étudiants à la maîtrise, qui a fait sa maîtrise sur ça. On a un autre étudiant, Xavier, qui lui travaillait sur, OK, on vient de décomposer l'immeuble, le mur en une série de panneaux, mais ces différents panneaux-là vont devoir se connecter ensemble. Donc, où sont les joints? Quelle forme prennent-ils? Et l'autre chose qu'il a fait, ben, c'est travailler sur la génération des instructions pour les robots, découpant les panneaux qu'on vient de déterminer qu'il fallait fabriquer. Donc, le résultat de son travail, c'est en fonction des designs qu'on a vus tout à l'heure, génère les instructions du robot qu'on est capable de simuler. Fait que le robot, ben, vous voyez, c'est très gros, c'est sur rail là, pour être capable de découper des panneaux massifs en bois là, qui font plusieurs mètres de long. Ça, c'est la simulation des mouvements du robot. Mais comme pour les micro-roulottes, on est en mesure de simuler l'effet sur la matière première, de réaliser les différentes opérations de découpe avec la tête d'usinage du robot. Fait que si on s'approche un petit peu, on voit que le résultat, c'est le panneau avec toutes les encoches qu'on a besoin pour faire l'assemblage. Et encore une fois, ça, c'est pas l'entrée du processus. OK, on dit pas j'ai besoin de ça, je cherche les instructions du robot pour obtenir ça. On génère à partir de notre modèle mathématique les instructions du robot et on constate à la fin qu'on a un beau modèle 3D et on est capable de les réassembler virtuellement. Donc, on est capable de fabriquer l'immeuble. Euh, En passant, les deux étudiants à la maîtrise, si vous dites ils ont l'air brillants, je pourrais les embaucher, ben il est trop tard parce que devinez quoi, la compagnie a décidé de continuer à travailler avec eux. Donc les deux travaillent là maintenant et on a toujours des projets de recherche en cours avec l'entreprise pour développer la suite. Euh, Bon, un immeuble, c'est très gros, c'est sur mesure, mais il y a toute une série de produits sur mesure également. Donc, si je vais du plus gros au plus petit avec lequel on travaille, un pilier d'implant dentaire, vraiment qui est minuscule.
Je crois que tout le monde va être d'accord que c'est un produit qui doit vraiment être fabriqué sur mesure. Ben, même si des technologies numériques sont utilisées dans cette industrie-là, on parle de quand même un travail qui est fait par un technicien qui travaille avec des outils de modélisation 3D, un outil de modélisation 3D qui permet de faire n'importe quoi, une forme de Mickey Mouse, si on le souhaite. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est modéliser un pilier d'implant dentaire. Donc, on a un étudiant, deux étudiants en fait, qui ont travaillé à développer le modèle paramétrique qui permet, en changeant seulement un certain nombre de paramètres, de définir l'ensemble des piliers d'implant dentaire qu'on peut avoir besoin pour toutes les situations. Fait que le modèle qu'on a développé, s'applique vraiment à toutes sortes de concepts. Là, on l'a vu, on est passé des micro-roulottes aux immeubles par les implants dentaires. Je reviens au lab usine, notre usine de recherche qui supporte vitrine technologique, formation, R&D. Tous nos partenaires industriels ne sont pas, travaillent pas avec nous simplement pour la fabrication sur mesure. On a toute une série de projets qui sont définis ben, toujours de la même façon. Un industriel vient nous voir avec une problématique industrielle, puis quand on constate qu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service, et même dans la littérature scientifique, il n'y a pas de solution à ce problème-là, ben, on lance un projet de recherche et développement conjointement avec l'entreprise. La solution va être développée et testée dans notre environnement, dans notre cas applicatif de fabrication de micro-roulottes, pour, dans un deuxième temps, aller vers une adaptation et un déploiement en entreprise. Je vous présente des exemples, notamment, on a beaucoup, beaucoup de choses au niveau de la réalité augmentée non invasive, là. Donc, pas des lunettes, là, puis ces trucs-là, ça fonctionne pas, mais vraiment plus être capable sur une surface de travail d'un opérateur de retrouver les produits, retrouver les pièces et d'être capable de projeter directement sur sa surface de travail des informations lui permettant de réaliser son travail de manière plus simple. Fait que ça, vous voyez, il y a quelques années, on a commencé par faire des trucs vraiment en deux dimensions. Ensuite, on est passé aux trois dimensions, mais même si on ne le voit pas bien, là, il y a des genres de codes QR permettant de repérer le produit dans l'espace. Et plus dernièrement, la pièce en jaune, vous voyez, c'est ce qu'on cherche. Il y a des rebords, elle est repliée, puis on est capable de retrouver la pièce sans qu'il y ait des codes barres dessus, de retrouver son positionnement exact, malgré le fait qu'il y a de l'occlusion. C'est-à-dire il y a des mains, puis il y a d'autres objets par-dessus, mais on est capable de retrouver le produit. Puis ça, c'est super intéressant parce que ce que ça fait, c'est qu'on est capable de passer d'une situation où, à la base, l'opérateur doit consulter des instructions qui sont soit sur papier ou soit sur un ordinateur qui lui dit, par exemple, dans le domaine du soudage, quelle pièce il doit prendre, où est-ce qu'il doit la souder, avec quelle orientation. Puis ça, chez un partenaire industriel avec qui on travaille, justement au niveau de la soudure, une étude montrait que le soudeur, en bout de ligne, la plus grande partie de son temps, il ne passait pas à souder, il passait à essayer de trouver quoi souder. Donc, toute l'idée de dire, ben, si on est capable de trouver les pièces sur son plan de travail, les localiser, lui dire où ça va, un peu comme, imaginez un assistant, un petit singe savant qui serait assis sur mon épaule et qui me dirait, OK, tu es rendu à prendre la pièce qui est là, tu peux la prendre, mais là, ici, telle orientation, go, on soude. Ben, en reproduisant ça, c'est absolument fou les gains de productivité qu'on pourrait avoir. On a même développé une version adaptée de ce processus-là, destiné à être testé avec des humains qui ne sont pas soudeurs. Donc, on a un système, vous voyez ici, il y a différentes pièces qui ont été localisées. Le système nous indique quand est-ce qu'il faut faire basculer la pièce sur le côté, quand est-ce qu'il faut faire une rotation.
elle est dans la bonne orientation. Il y a un autre cercle qui me dit à quel endroit je dois aller l'installer. Puis ensuite, on passe à la prochaine pièce. Fait que ça, vraiment, les gains par rapport à avoir un guide à l'écran, puis qu'on est obligé de venir mesurer la pièce, s'assurer qu'on a la bonne, qu'elle est du bon côté, ben, il y a des gains de productivité vraiment, vraiment super grands avec ça. En fait, on est en train de le mesurer. On a présentement une étude là, où on fait des expériences avec des humains pour être capable de mesurer quantitativement ces gains de performance. Euh, j'ai terminé, mais je vous rends le lien ici disponible. Si vous voulez voir quelques-uns de nos étudiants avoir une idée des projets qu'ils réalisent, vous avez le lien ici. Ceux qui n'ont pas le temps de le prendre en note, ben, de toute façon, il sera disponible lorsque la faculté demain va rendre le vidéo de la présentation disponible. Fait que je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment très rafraîchissant. Un mot finalement pour dire que le genre de choses qu'on fait, c'est vraiment très interdisciplinaire. C'est pas juste de l'informatique, c'est pas juste du génie industriel, c'est pas juste du génie électrique. On a besoin d'être vraiment des équipes interdisciplinaires pour réaliser ce genre de choses-là. Ça implique plein de professeurs dans nos projets de différents départements de la faculté, mais également de départements d'autres facultés sur le campus. Puis c'est quelque chose qui nous rend vraiment très fiers là, d'être actifs comme ça, de manière interdisciplinaire, puis de faire avancer notre secteur manufacturier par le fait. Alors, ben, je vous remercie. Ça met fin à la partie officielle de la présentation et je serai disponible pour répondre à quelques questions. Je vais vous dire, on a reçu deux questions présentement dans le chat. Donc la première, comment voyez-vous les demandes en main-d'œuvre qualifiée pour que les interventions au niveau de l'automatisation soient satisfaites? Oui, oui, très bonne question parce que je vois que, ben, je ne sais pas qui a posé la question, mais dans le fond, derrière ça, il y a un constat de dire on passe d'un contexte où on a besoin d'une armée d'ingénieurs et techniciens qui modifient les plans chaque fois qu'on reçoit une commande à un contexte où là, ben, on a besoin d'une équipe d'ingénieurs et informaticiens qui conçoivent les agents intelligents qui font ça de manière automatique. Parce que, ben, je ne sais pas si je l'ai bien souligné, Ah, mais c'est des la choses façon de prématurées. faire actuelle euh, Ouais. de l'industrie en utilisant les outils CAM, les outils CAD, etc., ben, le logiciel, il est fait une fois, puis tout le monde utilise le même logiciel. Alors que nous, ce qu'on propose, on est dans le contexte où ça a été un échec dans les 20 dernières années d'automatiser tous ces outils-là. Notre constat, c'est qu'on est capable d'automatiser par famille de produits. On est capable de l'automatiser pour la famille des micro-roulettes fabricables par le Labusine. On est capable d'automatiser avec du code logiciel qui est différent pour les immeubles fabriqués par Sokyo, un autre au niveau des implants dentaires. Fait que le concept est général, mais sa mise en œuvre demande du personnel spécialisé. Donc, c'est certain qu'il y a un défi. Mais l'avenir est là. Il y a vraiment une tendance internationale, mondiale à aller vers la fabrication sur mesure. Je le dis, il y a une grande part de notre secteur manufacturier qui est là. Et ben, ça prend les ressources pour le faire. Puis c'est là un peu qu'on joue notre rôle au niveau du Labusine, de la faculté de sciences et génie. Oui, on développe des concepts comme ça qui se retrouvent au niveau de notre recherche, mais on forme également nos étudiants de premier cycle à être allumés à ces concepts-là, de comprendre que c'est quelque chose d'interdisciplinaire. Tout le monde sait qu'on doit avoir un minimum de connaissances en informatique. Tous nos étudiants en génie font un peu de programmation pendant leur bac. C'est ça le besoin du futur. Est-ce que si du jour au lendemain, la totalité du secteur manufacturier québécois basculait vers ça, on aurait un problème de ressources? Oui. Mais
dans, dans la vraie vie vraie, ben, ça commence par être les champions, les leaders qui commencent à le faire. Mais à terme, un employé d'usine, là, c'est le profil que je viens de vous décrire. C'est pas quelqu'un qui vise des bouts. Ouais, ouais. On a reçu une deuxième question d'un ancien contributeur du configurateur qui demande comment gérez-vous le roulement des étudiants qui participent au projet et la dette technique qui en découle. Oui. C'est sûr que c'est toujours un contexte. En contexte de recherche, si on a un étudiant qui fait une maîtrise pendant 2 ans, on a un étudiant qui fait un doctorat pendant 3 ans, ben, quand il n'est plus là, il n'est plus là. Par contre, au lab d'usine, ben, il y a une équipe permanente. Il y a des professionnels de recherche qui sont dans l'équipe, puis qui permet que la connaissance se maintienne, qu'on maintienne bien les architectures, la documentation du code, le faire évoluer. Puis la présence, on n'en parle pas souvent, hein, souvent dans l'imaginaire collectif. Qu'est-ce qu'on a comme chercheurs à l'université? Ben, on a les professeurs qui sont chercheurs, on a les étudiants qui sont chercheurs, mais la présence des professionnels de recherche dans notre équipe, dans nos équipes, c'est super important. Puis en passant, les professionnels de recherche, moi je trouve que c'est la plus belle job au monde. Ils font de la recherche à temps plein, puis ils n'ont pas besoin de se taper les demandes de subvention. Ils sont vraiment importants. Parfait. Je pense que ça fait le tour au niveau des questions. Vous avez reçu aussi des compliments et des remerciements sur votre présentation. Merci beaucoup pour votre présentation puis pour nous avoir partagé votre expertise ce midi. Nous vous donnons rendez-vous le 20 novembre pour la prochaine conférence de cette série. Donc, elle sera animée par Caroline Duchesne, professeure titulaire en microbiologie, qui nous plongera dans l'univers des bioaérosols, de leurs impacts et des apprentissages que nous a laissé la pandémie de la COVID-19. Vous allez recevoir également par courriel un court sondage d'appréciation. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos suggestions de sujets. Ça nous aidera à bâtir la prochaine programmation. Merci encore et bonne journée à toutes et à tous. Merci.